Salut à tous, dans cette vidéo on va voir comment choisir son boîtier photo, vidéo, sa caméra. C'est une question qui me revient très régulièrement, qu'est-ce que tu me conseilles, est-ce que ça ou ça c'est important? Et bah je me suis dit que j'allais tout réunir dans une seule et même vidéo, on va voir les différents critères et comme ça par la suite tu vas pouvoir te diriger vers une des vidéos que j'ai faites pour choisir un boîtier en fonction de ton budget. Déjà la toute première question qu'il va falloir que tu te poses c'est est-ce que tu veux un boîtier pour faire de la photo, de la vidéo ou les deux? Parce que c'est vraiment ça qui va faire que tu vas prioriser certaines caractéristiques plutôt que d'autres. À savoir qu'il n'y a pas un boîtier qui est excellent à la fois en vidéo et en photo. Déjà, ça dépend vraiment de ton utilisation, mais c'est surtout que techniquement, ce n'est pas possible. Il y a toujours des caractéristiques, typiquement la résolution du capteur, ça sera super en photo, mais en vidéo, ça sera pas forcément l'idéal, surtout si tu vas filmer en basse luminosité. Donc bref, je pense que tu as compris ce que je veux dire. En fait, effectivement, il y a peut-être des boîtiers qui sont excellents dans les deux, c'est les flagships de chaque marque, mais bon, je pense que tu n'as pas 7000 balles à mettre dans un boîtier, sinon tu regarderais pas cette vidéo. On va commencer avec les critères pour la vidéo, à savoir que j'ai sélectionné des critères quand même assez larges, comme ça tu es sûr de tomber dedans. Après, bien évidemment, il y a des petites choses qui vont se rajouter, chaque marque a des petites particularités, mais ça on va pas en parler. Premier critère vidéo, ça va être la résolution des vidéos enregistrées. Est-ce que de la HD te suffit? Tu veux de l'Ultra HD? Donc l'Ultra HD c'est la 4K, à nuancer avec la vraie 4K que l'on appelle DCI 4K dans les fiches techniques, où là on est sur un format qui est un peu plus allongé. On n'est pas sur un format 16/9, donc typiquement le rectangle d'une télé, le rectangle d'un écran de téléphone. Est-ce qu'il te faut de l'Ultra HD ou est-ce que tu veux même quelque chose de supérieur, donc de la 6K, de la 8K, etc. À savoir que tout ce qui est 6K, 8K, ce sont des choses spécifiques, même si on va y arriver dans le futur. Aujourd'hui, je pense pas que ça soit nécessaire, sauf si tu cherches à avoir une super résolution pour X raisons. Ça peut être pour des effets spéciaux, pour de l'étalonnage, ou si tu cherches à recadrer vraiment très fortement dans ton image. Pour moi, actuellement, la Ultra HD suffit, à savoir que tu as également la Ultra HD suréchantillonnée. Dans les fiches techniques, c'est souvent marqué 4K suréchantillonnée à partir de la 6K, 7K, etc. Donc ça, en fait, ça veut dire que ta caméra, elle a filmé en 6K, 7K, ce que tu veux, et elle a compressé ça dans un fichier 4K. Donc ça va te permettre d'avoir une résolution en Ultra HD, mais avec plus de détails que une caméra qui aurait simplement enregistré en Ultra HD. Ça, c'était pour la résolution. Ensuite, on a la cadence d'image. Est-ce que 25 images par seconde te suffit? Donc c'est le standard, tu n'auras pas de ralenti. Ou est-ce que tu cherches à pouvoir faire des ralentis? Donc à ce moment-là, on va rechercher de l'Ultra HD à 50 images par seconde, voire même plus, 100, 120, 240 images par seconde. Le standard, c'est 25 images par seconde. Si tu as du 50, tu vas pouvoir faire un ralenti 2 fois. Et si tu as du 100 images par seconde, tu vas pouvoir faire un ralenti 4 fois. Et ça, c'est la théorie, mais ça se complique un petit peu. Il y a des boîtiers qui peuvent enregistrer en 4K 50 images par seconde, mais avec un crop. C'est-à-dire qu'en fait, le boîtier, dès que tu vas passer dans cette cadence d'image, il va zoomer dans l'image. C'est comme ça, c'est des constructeurs qui brident ou pour une raison technique vont devoir appliquer un crop dans l'image. Et tu as également des caméras qui crop uniquement en 4K 120. Donc voilà, en fonction de ton utilisation, si le crop te dérange, il va falloir s'orienter vers une caméra qui peut faire du ralenti mais sans crop. Donc si tu veux faire du ralenti, il faut que tu regardes que ta caméra puisse monter au-dessus de 25 images par seconde. Si tu veux pas de crop, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de crop. Et si tu veux absolument que, par exemple, filmer à 100 images par seconde soit dans la résolution maximale Ultra HD, que ce soit possible. Typiquement, la Sony FX3 peut enregistrer en 4K jusqu'à 120 images par seconde sans crop. Mais par contre, le Sony A7 IV, effectivement, il peut faire du 120 images par seconde sans crop, mais ça sera pas en Ultra HD, ça sera en HD. Si tu veux faire de l'étalonnage sur tes images, il va falloir que tu vérifies que ta caméra propose une profondeur de couleur et un sous-échantillonnage des couleurs qui est suffisant. Si tu vois du 422 10 bits, c'est top. Si tu as du 420 10 bits, c'est très bien. Et si tu vois du 8 bits, par contre, c'est pas ouf. Voilà, parce que en fait, tu vas avoir ce que l'on appelle du bending sur les dégradés de couleurs. Et à l'étalonnage, ça peut très vite arriver. Donc, c'est pas ouf. En parallèle de ça, ce fameux 422 10 bits vérifie que ta caméra puisse enregistrer dans un profil log. Si tu ne sais pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo qui est dédiée à ça. C'est un profil qui est complètement décontrasté, désaturé, pour pouvoir étalonner de manière plus avancée tes images. Les formats de fichiers, de manière générale, tu vas avoir du long GOP, mais vérifie pourquoi pas que ta caméra propose d'enregistrer en All Intra. Le All Intra, c'est une méthode de compression qui est donc moins compressée par rapport au long GOP, ce qui permettra à ton ordinateur de lire les fichiers beaucoup plus facilement. Et pour le montage, ça sera plus fluide. Et certaines caméras ont des limites d'enregistrement, donc si tu enregistres longtemps, ça peut t'embêter, donc fais attention à ça, et également à tout ce qui est surchauffe.
Si tu vas enregistrer très longtemps dans des milieux qui sont quand même assez chauds, ça peut être important d'avoir une caméra qui a un ventilateur intégré. Ou sinon, vérifie que la caméra ne surchauffe pas trop. Les performances en basse luminosité, la dynamique de la caméra. La dynamique, c'est la capacité à ta caméra de pouvoir voir à la fois dans les hautes et les basses lumières. C'est très important, notamment pour l'étalonnage, quand tu vas venir déboucher certaines zones, etc. La dynamique, elle est exprimée par le constructeur, mais elle est souvent bien au-delà de la réalité. Ça dépend des constructeurs, mais il y en a beaucoup qui mentent. Tu peux regarder des tests sur internet pour voir ce que ça donne. De même pour les performances en basse luminosité de la caméra, c'est la capacité de ta caméra à pouvoir retranscrire une image qui est propre, sans trop de bruit, en basse luminosité. C'est souvent ce que l'on appelle la montée en ISO d'une caméra. Pour qu'une caméra de base physiquement elle soit bonne en basse luminosité, il faut qu'elle ait un grand capteur avec peu de mégapixels. Donc la taille du capteur, ça va être les capteurs micro 4 tiers, puis APS-C, puis plein format. Et puis les mégapixels, c'est 12 millions de pixels, 24 millions de pixels, etc. Le meilleur du meilleur si tu veux avoir de bonnes performances en basse luminosité, c'est donc d'avoir un capteur plein format avec 12 millions de pixels pour de l'Ultra HD. À partir de là, plus le capteur sera petit ou avec plus de mégapixels, et moins bonne sera les performances en basse luminosité. Ensuite, on va avoir la stabilisation du capteur. Est-ce qu'il est nécessaire, notamment pour de la vidéo, que ton capteur soit stabilisé? Et si ce n'est pas le cas, il n'est pas stabilisé, ou en bonus, est-ce que ta caméra propose d'enregistrer les données gyroscopiques de la caméra? Donc en gros, avec ton fichier vidéo, tu vas avoir un petit fichier XML avec des données gyroscopiques, ce qui va te permettre de stabiliser tes images en post-production sans qu'il y ait de problème bizarre à l'image. Bref, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est est-ce que j'ai besoin d'un capteur stabilisé si je fais des plans à main levée, etc. Et est-ce que j'ai les données gyroscopiques qui sont enregistrées? Je te le dis tout de suite, sur la plupart des caméras modernes, oui, on a les données gyroscopiques. Pour de la vidéo, tu vas sûrement attacher à ta caméra un moniteur externe. À ce moment-là, le top du top, c'est d'avoir une prise HDMI plein format. Donc une grande prise HDMI et pas du micro HDMI. Si tu as du mini HDMI comme sur les Canon, c'est pas dramatique, mais bon, l'idéal c'est d'avoir une prise pleine taille. Ensuite, pour terminer avec ce qui est de la vidéo, les options cool, ça va être tout ce qui est time-lapse enregistré en interne. Ça peut être sympa. Est-ce que tu en as besoin? Et quelque chose qui est beaucoup plus rare, ça va être le pré-déclenchement. Ça, c'est une option qui a vraiment sur très peu de boîtiers et en fait, la caméra va enregistrer en permanence, mais tant que tu n'as pas appuyé sur le bouton REC, ça enregistre pas définitivement sur la carte SD. C'est uniquement quand tu vas appuyer sur le bouton que ça va enregistrer par exemple les 15 dernières secondes. Ça, c'est cool. Petite pause dans la vidéo, si tu souhaites soutenir mon travail, n'hésite pas à utiliser mon code créateur Lucas dans la boutique IPLN. IPLN, c'est un magasin physique présent à Paris et à Lyon, mais également une boutique en ligne super bien organisée, t'es livré rapidement, le SAV est au top. Donc voilà, je te mets bien sûr toutes les infos en description et sur ce, on y retourne. On passe au critère photo. Premier critère, ça va être la définition du capteur. La définition, ça va être la densité de pixels. Donc typiquement, ici, je suis sur un capteur de 33 millions de pixels. Ça, c'est sa définition. Avec la Sony FX3, j'ai 12 millions de pixels. Pareil, définition. Donc il va falloir que tu définisses, est-ce que je veux juste faire des photos comme ça, ou est-ce que je veux faire des photos de manière plus avancée, je veux recadrer dans mes photos en post-production, donc zoomer vraiment dans l'image, avoir plein de détails, est-ce que je veux faire des posters, faire de l'impression, toutes ces choses-là, recadrer dans l'image, faire des posters, et ça demande plus de millions de pixels. Avec le Sony A7 IV, 33 millions de pixels, j'ai beaucoup de détails, tu vois, je vais pouvoir zoomer dans mes images de manière quand même très importante, mais forcément, plus tu as de millions de pixels, et plus les performances en basse luminosité de ta caméra, elles seront moins bonnes, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Donc si tu veux un bon juste milieu, tu peux partir sur 24 millions de pixels. Si tu veux juste le top du top en vidéo et puis faire des photos à côté, tu peux prendre du 12 millions de pixels, typiquement avec la FX3. Et puis si tu veux le top du top en photo, tu peux prendre des capteurs de 45, 61 millions de pixels. Et alors là, ça sera aussi un peu plus cher. Ensuite, on va avoir la cadence d'image, de prise de vue en rafale. Donc est-ce que tu veux faire de la photo sportive? Et à ce moment-là, il faudra une rafale qui va te permettre de pouvoir prendre suffisamment de photos par seconde. Tu peux aussi regarder si ton boîtier a un shutter mécanique. Donc le shutter mécanique, tu vois, c'est ce petit rideau qui est devant le capteur. Et ça, c'est un plus en photo puisque ça va te permettre de limiter le plus possible l'effet de rolling shutter ou de flickering. Le rolling shutter, il est plus ou moins important en fonction des boîtiers. En fait, ça va dépendre de la vitesse de lecture du capteur. Et donc, en fait, la finalité, c'est que les perspectives, les lignes droites, vont être penchées lorsque tu vas faire un panoramique avec ta caméra. Plus le capteur est performant et rapide, plus l'effet de rolling shutter sera limité. Et le meilleur pour limiter cet effet-là en photo, ça va être justement le shutter mécanique. Donc à ce moment-là, si tu as regardé des tests et que tu vois que ton boîtier, il a un rolling shutter qui est plutôt important, typiquement le Sony A7 IV, vérifie que tu as un shutter mécanique. Et si tu veux faire de la rafale en plus, vérifie combien tu peux faire de photos au maximum par seconde avec le shutter mécanique qui est enclenché. Puisque oui, comme c'est mécanique, la rafale en mécanique sera toujours moins importante par rapport à la rafale
en électronique. Le buffer justement, ça va de couple avec la rafale, et c'est la capacité de ton boîtier à pouvoir enregistrer des images continues pendant une rafale sans s'arrêter. Puisque la plupart des boîtiers, quand tu vas maintenir la rafale, au bout d'un moment ils vont s'arrêter, puisqu'en fait le boîtier n'arrive pas à aller assez vite et enregistrer en même temps sur la carte SD. Donc ça va s'arrêter. Si tu fais de l'animalier ou du sport, une fonction qui peut être vraiment utile, et je t'en parlais en vidéo, ça va être le pré-déclenchement. Ça c'est une fonctionnalité qui est quand même assez nouvelle, c'est pas sur tous les boîtiers, et ça va te permettre d'enregistrer avant d'appuyer sur le bouton de l'obturateur. Comme je te le disais, le boîtier il va enregistrer en permanence, et quand tu vas appuyer sur le bouton de l'obturateur, ça va enregistrer les 3 dernières secondes par exemple. Pour de la photo, ça peut être très utile d'avoir un viseur, à savoir que plus le boîtier est grand, plus de manière générale le viseur sera grand. Sur les boîtiers compacts qui ont un viseur, il sera tout petit sur le côté. On passe maintenant aux critères généraux qui ne sont pas forcément liés à la photo et la vidéo. La première, ça va être la vitesse de mise au point, la technologie de l'autofocus. On a la technologie à détection de contraste, donc ça c'est ce qu'il y avait de plus répandu à l'époque, notamment chez Lumix pendant un certain temps. C'est depuis peu qu'ils sont passés sur la toute nouvelle technologie qui est la technologie à détection de phase. Ce qu'il faut que tu regardes, c'est que ton boîtier propose de la détection de phase si tu veux quelque chose de performant, puisque le contraste ça fonctionne pas très bien. Et si tu veux même le top du top, aujourd'hui ce qui se fait c'est de la détection par IA. Notamment chez Sony, il faut que tu regardes qu'il y ait la puce IA, et donc en fait là tu as le top du top en matière de détection. Ensuite on va avoir le double slot, le double support d'enregistrement, et des slots qui sont compatibles à la fois carte SD et pour certains CF Express. Les cartes CF Express sont beaucoup plus rapides que la carte SD, ça va te permettre d'avoir un buffer qui est aussi beaucoup plus rapide, donc les images vont s'écouler plus vite sur les cartes SD, mais aussi de pouvoir enregistrer dans des formats de fichiers et des cadences d'images qui sont plus importantes. Le double slot, en plus d'être pratique puisque du coup tu peux étendre ta capacité de stockage, c'est pratique dans certains cas d'usage puisqu'en fait tu peux dire à ton boîtier d'enregistrer simultanément sur les deux cartes pour avoir une copie sécurisée. Ça peut être vraiment bien en tant que professionnel ou pour certaines occasions d'avoir une sécurité, un backup sur la deuxième carte. Ensuite on va voir tout ce qui est autonomie de la batterie. On regarde si la batterie de ton boîtier elle tient bien le coup. L'ergonomie générale du boîtier, alors ça englobe plusieurs choses. Déjà, est-ce que ton boîtier il est tropicalisé? Donc la tropicalisation, c'est est-ce qu'il va résister aux intempéries, aux petites pluies? Est-ce que la prise en main du boîtier est bonne avec un grip qui est profond? Sur les petits boîtiers, comme je te le disais, on va avoir un grip qui est réduit et puis surtout un petit viseur. Ensuite, le nombre de boutons que tu as à disposition, est-ce que tu peux tous les paramétrer? Combien de boutons tu peux paramétrer? Est-ce que les boutons ils ressortent bien? Ça peut être pratique, notamment si tu as des gants, tu es au ski, etc. Voilà, c'est important que ça ressorte bien pour pouvoir les sentir sous le gant. Comment ça se passe au niveau des menus, l'interface, tout ce qui est assistance de prise de vue en vidéo, tu vas avoir le zebra sur tous les boîtiers et le picking, mais chez Canon par exemple et chez d'autres marques, tu vas avoir le false color, le waveform, etc. L'écran justement, est-ce qu'il est tactile et est-ce qu'il se retourne à 180 degrés? Il y a plusieurs technologies d'écran, il y a ceux qui se retournent à 180 degrés, donc ça c'est utile pour pas mal de monde si tu as l'habitude d'être devant la caméra, mais il y a d'autres écrans uniquement qui s'inclinent de bas vers le haut. Voilà, à toi de choisir ce que tu préfères. La monture de la caméra, bon à l'heure actuelle je ne sais pas s'il y a une monture qui est plus avantageuse qu'une autre. Ce qui est sûr c'est que la monture ça reste toujours une référence parce que en fait la monture de chez Sony c'est exactement la même pour toutes leurs caméras et peu importe la taille de capteur, ce qui fait que tu as beaucoup d'objectifs sur le marché et sur le marché de l'occasion. Voilà, donc vérifie en fonction des objectifs aussi que tu prévois d'acheter, combien ça coûte, si c'est compatible, etc. Tout ça quoi. Justement j'ai fait une vidéo sur tout ce qu'il faut savoir à propos des objectifs et puis 2-3 petites propositions. Enfin, et je t'en parlais un petit peu tout au cours de la vidéo, ça va être la taille du capteur. En fait la taille du capteur, comme je te le disais, tu as du micro 4 tiers, de la PSC, du full frame, le full frame étant le capteur le plus grand. Ce qu'il faut savoir c'est que la taille du capteur forme aussi une hiérarchie en termes de prix et de gamme. Les capteurs les plus petits étant placés en entrée de gamme et milieu de gamme, et les capteurs les plus grands comme le plein format sur les modèles les plus haut de gamme. Ça ne veut pas forcément dire que les capteurs APS-C / Super 35 sont moins performants que le full frame. Typiquement sur cette Red Scarlett W, donc une caméra cinéma qui est voilà, bien plus supérieure en termes de qualité d'image qu'un Sony A7 IV et une FX3, et voilà, elle a un capteur Super 35, donc un capteur qui est plus petit que celui de la FX3. Tout ça pour dire que si tu veux choisir un grand capteur pour pouvoir avoir de meilleures performances en basse luminosité et puis avoir un angle de champ qui est plus large, puisque oui ça joue aussi là-dessus, automatiquement il va
va falloir dépenser plus d'argent. Bon, et puis enfin, forcément, tu t'en doutes, on a abordé le sujet, ça va être le prix. Voilà, en fonction de ton prix, tu vas pas pouvoir choisir toutes les fonctionnalités, toutes les caractéristiques que je t'ai listées à son maximum. Il y a forcément des choses où tu vas devoir faire des compromis. Bon, et bien voilà un petit peu pour mon topo, je pense avoir fait le tour, dit pas mal de choses. Si t'as pas compris certaines choses ou quoi, ou si t'as des questions, n'hésite pas dans les commentaires ou directement en me contactant sur mon Instagram. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à me suivre pour en savoir plus, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!